des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Dans ce studio depuis les États-Unis pour ce grand débat qui ne fait que commencer. Je voulais remercier tous mes chers panélistes qui m'ont toujours fait l'honneur d'être avec moi dans ce studio pour ce grand débat. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'un sujet d'actualité et nous allons en savoir plus pourquoi ça se passe. Alors pour le thème d'aujourd'hui, j'ai donc choisi les privatisations en Afrique, une escroquerie à grande échelle. Nous ne savons pas pourquoi nous avons beaucoup de vagues de privatisation. Quand celui-ci se réveille, s'il est au pouvoir, il y a privatisation. Quand il pense un peu qu'il ne peut pas arriver au bout même des économies, il fait les privatisations. Alors que on a une richesse bien unie qu'on peut protéger. Je voulais quand même remercier mes chers panélistes, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais présenter ces panélistes qui sont avec moi. Alors dans ce studio, en face de moi, j'ai notre ami Rodrigue Mawena. Mawena, encore une fois de plus, merci d'être avec nous. Bonsoir Serge, bonsoir à Tempo Afrique TV, bonsoir au panel et bonsoir au débat. À côté de lui, Atisso Kwamevi qui nous fait l'honneur aussi d'être dans ce studio pour ce grand débat. Atisso, merci encore une fois de plus d'être avec nous. Merci monsieur Nyawa, merci à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV et suivez-nous et vous n'allez pas regretter. Merci. Depuis sa position, notre ami l'honorable Suleiman Harouna qui est encore avec nous, encore une fois de plus, l'honorable, merci, grand merci pour être avec nous dans ce studio. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci, Serge Nyawa. Et merci, Tempo Africa, de toujours nous faire l'honneur de nous recevoir dans ce studio. Et je dis vraiment bravo, je suis fier de mon pays. Vous me voyez avec le drapeau et la couleur des écureuils qui n'ont pas hésité à mettre en déroute les lions de l'Atlas. Donc, je dis, allez les écureuils. Et le prochain adversaire, c'est vraiment mon pays ami. Mais, vous savez, nous sommes en football. Et donc, on va bien se manger. Je pense que les écureuils du Bénin vont vraiment faire un bon festin avec la viande des lions de la Taranga et accompagné du tchèp-djen et vraiment digéré avec du bissap. Je pense que c'est ce qui se passera le mercredi. Et mon cher frère Malik Sall, c'est sûr, comme il a dit, on va un peu se bagarrer le mercredi, mais après, nous allons toujours se donner des hugs fraternels et nous serons toujours des frères. Et le panafricanisme va toujours triompher au détriment de la France et de l'Occident qui continue à nous piller. Et c'est pratiquement ce thème que nous allons débattre aujourd'hui.
et avec tous les chers panélistes qui seront avec nous. Merci beaucoup, Seigneur. Merci encore une fois de plus, l'honorable. On espère que devant le grand lion, les écureuils ne vont pas s'écouler. On espère bien. Et je crois que le football, c'est un jeu. Donc, tout ça se passe dans les jambes et puis l'intelligence surtout de, comment on appelle, l'entraîneur. Merci encore une fois de plus. Alors, à côté de lui, nous avons notre ami Marcel Codier depuis sa position, le sage même de cette famille médiatique. Encore une fois de plus, Marcel, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Serge, bonsoir notre réalisateur, notre sorcier noir qui est toujours à la manette, Malik. Je salue la télévision africaine que tout le monde suit déjà sur Facebook et partout dans le monde. Merci pour nos amis par les panélistes qui sont ici présents. Donc, merci à tout à l'heure. Merci Marcel. Alors, pour ce thème d'aujourd'hui, les privatisations en Afrique, une escroquerie à grande échelle. Il faut dire que l'Afrique, ton Afrique, détient le triste record des privatisations. Et le plus grave, c'est que même des secteurs vitaux qui doivent, pour des raisons évidentes de sécurité, restent sous la souveraineté des États africains et sont à présent investis par l'étranger. Alors, nous avons de l'eau, le secteur de l'eau, le secteur de l'électricité, la communication, les transports aériens et bien d'autres ferroviaires, par exemple, sont gérés selon le bon vouloir de l'impérialisme. Et il faut dire que aujourd'hui, les décideurs de privatisation sont bien sûr la Banque mondiale, le FMI et encore les États occidentaux dont l'objectif à peine voilé est de recoloniser l'Afrique. Alors, Mawena, nous avons ces vagues de, comment je peux appeler ça, privatisation. Et lorsqu'on pense, on dit, il y a beaucoup de sociétés qui sont privatisées, alors que nous avons des économistes bien acharnés qui peuvent essayer quand même de relever l'économie de nos pays. Quand vous voyez la plupart des chefs d'État, ils sont tous des économies. Mais aujourd'hui, privatisation. Tu regardes à côté, privatisation. Tu regardes derrière, privatisation. Tu regardes tout droit devant toi, privatisation. Même votre femme, même déjà, elle est privatisée. Elle est privatisée, mais d'une autre manière. Alors, monsieur Mawena, ces privatisations, je ne sais pas à quoi servent ces privatisations. Peut-être qu'on peut donner la définition de ces privatisations et maintenant savoir si ces privatisations rentrent dans les normes réelles même. Oui, d'abord, je dirais que depuis que l'histoire est histoire, aucun pays ou bien aucune société humaine ne peut dire qu'elle va se développer en adoptant la vision du monde de son oppresseur, en adoptant le modèle économique de son oppresseur. Le premier problème de l'Afrique, c'est ça. Nous avons refusé de réfléchir par nous-mêmes. Nous nous accrochons au modèle économique de ceux-là même qui veulent nous mettre en servitude. Donc, comment voudrions-nous et nous en sortir lorsque ces gens-là vivent à cause de nous? Vous comprenez? Donc, les privatisations ne sont qu'une des conséquences de l'exploitation de l'Occident et de l'exploitation que l'Occident exerce sur l'Afrique. Donc, cela a commencé par, comment l'appelle-t-on, dans le domaine agricole, où on a empêché, on a fait en sorte que les populations africaines qui, depuis je dirais l'Antiquité, avaient des cultures vivrières, puisque avant qu'une société se développe, il faut que cette société soit capable de se nourrir. Et on produisait, on produisait ce qu'on mangeait, hein, et on mangeait ce qu'on produisait. Je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous produisons ce qu'on ne peut pas manger. Et nous produisons seulement pour le marché extérieur.
Regarde aujourd'hui, c'est une privatisation, on ne le comprend pas. Puisqu'on demande aux agriculteurs aujourd'hui de cultiver le café, cacao, le coton, etc. Alors que sur le marché international, le café, cacao, les prix sont fixés par Le presseur. Le presseur. Et lorsqu'il fixe les prix, si tu n'es pas content, tu es obligé de vendre. Puisque si tu ne vends pas, tu ne peux pas manger à cru le café, le coton, le cacao, le caoutchouc, tu ne peux pas manger. Mais dans l'Antiquité, etc., ou bien avant et que les Européens n'arrivent chez nous, on avait des cultures vivrières. On cultivait du sorgho, du maïs. On cultivait du mil. Si on ne peut pas vendre sur le marché extérieur, on peut du moins quand même manger chez nous. Aujourd'hui, puisque nous ne pourrions plus produire les cultures vivrières et qu'on s'adonne aux cultures industrielles parce que on a dans la tête que c'est les cultures qui vont faire développer le pays. Et un thème qu'on a fait miroiter aux Africains qui donnera, je dirais, qui mènera le pays au progrès. Toutes ces choses-là, ce sont des miroirs qu'on fait mijoter aux Africains pour qu'ils soient dans cette histoire de mondialisation et pour qu'ils puissent être exploités. C'est pour cela que moi je dis que l'Afrique doit combattre plutôt cette notion de mondialisation au lieu de s'accrocher à elle. Parce qu'une fois encore, je le dis, aucune société ne peut jamais se développer lorsqu'elle utilise le modèle économique de son oppresseur. Je m'arrête pour l'instant. Merci Mawena. Alors, Atis Kwame Vi, je ne sais pas si vous voulez emboîter le pas, mais avec aujourd'hui la définition de la privatisation, dans son sens le plus étroit, c'est le mot désigne donc la vente locale ou partielle d'entreprises appartenant à l'État, à des investisseurs du secteur privé. Et selon le dictionnaire Le Petit Robert, la privatisation est l'action de confier au secteur privé une activité relevant jusqu'alors du secteur public. Alors, du secteur public au secteur privé, c'est ça. Privé. Le passage alors, à témoin d'un business public à un privé. C'est ça la privatisation. Qu'est-ce qui amène réellement l'État à tous ces genres de privatisation, de mouvement? À quoi ça sert? Merci Monsieur Nyawa. En tant que Togolais, je vais vous répondre à cette question de cette façon. Vous voyez, il y a aussi le sens inverse qui se fait, c'est-à-dire le passage du privé au public. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le passage du public au privé, la privatisation. Alors, pourquoi on peut avoir une privatisation qui bénéficie à la société? Par exemple, si les gens qui gèrent cette société ou bien ce business le gèrent en tant que propriété de l'État et qui ne prennent pas l'importance, qui ne mettent pas la force nécessaire pour gérer, le sérieux nécessaire pour gérer cette société ou bien ces business, alors là, la privatisation est positive. La privatisation est positive. Alors, dans ces derniers temps, ce que nous voyons, ce n'est même pas du tout. Tout d'abord, pour privatiser, il y a des normes qu'il faut suivre pour privatiser une société d'État. Par exemple, en France, si la France veut privatiser une société, il donne des règles à respecter par le privé qui va employer ce business. Par exemple, la France confie la gestion de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, par exemple, je donne un exemple, à un privé de gérer. La France exige que le personnel doit être à tel pourcentage des autochtones. C'est ce que nous, on ne fait pas en Afrique. Nos présidents viennent, ils confient la gestion
en privatisant à des amis qui les avaient aidés à venir au pouvoir. C'est ça, c'est des récompenses que la plupart de nos présidents aujourd'hui font. Bolloré m'a aidé à venir au pouvoir, à remporter les élections. Qu'est-ce que je le fais? Je lui confie le port de Lomé, je lui confie le port de Conakry. Vous voyez? C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Ou du moins, certains s'en vont juste. Par exemple, je suis un président, avant d'arriver, j'ai ce business, ou bien j'ai mon bras droit. Je vois que cette société est juteuse. Je le confie à un bras droit, mais qui va le gérer en mon nom. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le président qui confie les sociétés d'État en la privatisant à ses amis, qui le fait en son propre compte. Et c'est de la pagaille. Est-ce que vous avez, pour la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez beaucoup d'informations là-dessus, sinon des preuves palpables? Et il a des preuves, mais bon. Et Donc, nous allons revenir, monsieur Nyawa, nous allons revenir. Je sais que le problème de la Côte d'Ivoire te tient vraiment à cœur, mais nous allons revenir. Alors, si je dis ça, c'est pour nous dire que aujourd'hui, on ne privatise pas parce qu'il y a besoin de privatiser. On privatise pour honorer quelqu'un, pour quoi. Vous voyez, je disais qu'il y a le contraire aussi qui se fait. Au Togo, je me rappelle bien, peut-être en 77, je n'étais pas encore né, et cela s'est passé avec l'exploitation de phosphate de Hautoué. Et il y a des gens qui avaient nationalisé la société, le CTMB, bon oui, c'est CTMB, donc qui était jusque-là géré par les Occidentaux. Donc à un certain moment, il a vu que ça, il faut le faire. Et il a fait, et il a gagné la confiance de son peuple en ce temps-là. Ce n'est pas aujourd'hui, et même si les Togolais veulent m'en vouloir, c'est une vérité. Et il a demandé à nationaliser la CTMB qui était jusqu'alors gérée par les Occidentaux. Et lui-même qui se disait qu'il avait eu un attentat, que c'était à cause de ça que les Européens cherchaient à le tuer. Je ne sais pas la vérité à propos de ça. Donc il leur a vendu ça? Non, il a nationalisé ça. C'est-à-dire c'était eux qui s'étaient privés, mais il a nationalisé ça dans le compte de l'État. Donc c'est pour dire que, vous voyez, c'est pour dire qu'à un certain moment, c'est pas un économiste, mais il connaît comment l'État togolais pourrait quand même bénéficier de cette entreprise qui est juteuse. Et en ce moment critique, il y a la guerre de leadership au Togo, et voyant ça pour prendre une popularité chez le Togolais, il a fait ça et les Togolais ont acclamé ça. Donc ce n'est pas seulement des privatisations, on a aussi des nationalisations. Mais aujourd'hui, les gens s'en servent pour récompenser leurs amis et qui n'est pas forcément dans l'intérêt du peuple. Et on ne tient pas aussi compte du quota des employés. C'est ça qui est nécessaire, parce que tout d'abord, une société d'État, c'est une société qui est là pour servir les enfants du pays. Quand on nationalise ou bien quand on veut privatiser, il faut poser des quotas. Je dis, les employés de cette société doivent être 61% des Togolais, des autochtones. Alors là, on peut parler de privatisation. Ça veut dire que chez vous, quand on vend, il faudrait que l'État ait quand même un quota qui va lui permettre de garder les employés pour ne pas subir. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un quota. C'est une société d'État. Donc c'est l'État qui l'exploite. L'État connaît l'importance de cette société. L'État connaît l'impact que la société a sur la population. Alors, aujourd'hui, excusez-moi, les Chinois arrivent en Afrique, ils prennent un projet, ils amènent les ouvriers de la Chine. Vous voyez? Alors l'État doit imposer que au moins 61% doivent être des Togolais, des autochtones qui doivent travailler pour cette société, pour ne pas laisser les fils du pays en chômage. On va revenir sur le problème
Togolais que- tout à l'heure parce qu'on a appris quand même quelques pays seulement parce qu'on ne va pas tout prendre. Tous ces pays parce qu'il y a beaucoup de privatisations. Parce que comme Permettez-moi je l'ai d'ajouter dit, ceci. l'Afrique détient le record de ces privatisations. Voilà, Alors, permettez-moi d'ajouter ceci en quelques secondes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vibrer tous au ballon rond en Afrique. Monsieur Nyawa, vous savez que si vous ne payez pas Canal+, vous ne pouvez pas regarder la Coupe d'Afrique des donc Nations. la aujourd'hui. CAN est privatisée, La d'après CAN est vous. privatisée. Elle est privatisée, donc il La faut. CAN est privatisée. Pour Et Riama regarder la s'abonner CAN à Canal+. aujourd'hui, il faut s'abonner à Canal+, pour voir la CAN. Et ça peut être privatisé, mais pourquoi pas un Africain qui détient D'accord. ce privilège? D'accord. Voilà. On va revenir C'est- tout à l'heure à c'est- Tissot c'est parce ça. que vous avez évoqué le problème de la Côte d'Ivoire. C'est beaucoup important. Alors on va aller rapidement du côté de notre ami l'honorable Aruna depuis la Géorgie. Alors l'honorable avec de ces vagues de privatisation ci et là. Alors les privatisations chez vous, qu'est-ce que ça fait réellement à l'État? Est-ce que c'est une très bonne chose à l'État? Ça dépend. Ce n'est pas une question où quelqu'un peut répondre oui ou non. Ça dépend de l'option politique de ce gouvernement ou de la vision politique de cette personne. Donc, pour ma part, je me reconnais, si vous voulez, comme un social-libéral. C'est-à-dire, je prône une politique, un libéralisme à visage humain, donnant la priorité aux plus souffrants et en respectant les valeurs, les traditions de nos pays africains. Je me répète, je prône un libéralisme à visage humain, donnant la priorité aux plus souffrants. Donc, qu'est-ce que je veux dire en ce qui concerne les privatisations fantaisistes quand on parle de l'Afrique? Cette privatisation, on est dans un contexte global, on est dans un contexte où aucun pays du monde ne peut se développer de façon isolée. Donc je reviens à la thématique selon laquelle les pays sont pratiquement dans un village planétaire où ils ne peuvent que se développer, sinon s'auto-développer avec d'autres ensembles. C'est extrêmement important. Donc, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire des privatisations sauvages. Ce n'est pas pour autant qu'il faut faire des privatisations à la Macky Sall, à la Aliou Sall. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Donc, les privatisations, telles qu'elles se passent en Afrique, ne vont pas dans le sens de l'art, dans les règles de l'art. Ça viole toutes les procédures sacro-saines en ce qui concerne les thèmes même de cette privatisation, et ça ne va pas dans l'intérêt du peuple pour lequel on est supposé faire cette privatisation. Ça va beaucoup plus dans l'intérêt des dirigeants qui sont au sommet en connivence avec ceux-là qui veulent installer leur société, leur compagnie en Afrique. C'est le cas de Petrotim avec ce filou, vous allez m'excuser le terme roumain, qui aujourd'hui, malgré le cri, malgré le démenti, malgré le vote face des salles, la société BP aujourd'hui a reconnu les 30% de redevance à Petrotim. Des chiffres exponentiels de millions de dollars. Donc, ça veut dire que
ce qui a été dit à travers ces contrats, comment dirais-je, et mielleux, à travers ces contrats, dans le sens d'un profit de tunnel, je dis que les négociations en Afrique se passent comme ce que Aliou Sall et son frère Macky Sall, le président, ont fait du Sénégal. Voici près de 250 millions de dollars avec des redevances en termes de franchise qui vont jusqu'à des chiffres exponentiels, en dollars. C'est du gravissime. Ce n'est pas possible. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, les privatisations en Afrique ne profitent et n'ont jamais profité au peuple souverain. Ce n'est pas que nous sommes en train de refuter toute privatisation. Je continue pour dire que les privatisations ne peuvent pas toucher des domaines clés. Je prends par exemple l'aéroport, comme ce que le président béninois est en train de faire. Vouloir privatiser un aéroport, c'est extrêmement grave. Il a réussi à privatiser l'aéroport. Et il est en train de tenter de privatiser, je m'excuse, le port. Ce n'est pas possible. Et mieux, il s'en va privatiser les hôpitaux. Vous voyez ce non-sens, vous voyez ce désordre, ce chaos économique. Et tout cela parce que on est doué, je dis bien doué, je mesure mes mots, dans des contrats gré à gré, et c'est ce qui s'est passé au Sénégal, où il n'y a pas des appels d'offres, où on connaît déjà, c'est ce que le ministre Tieno Sall, qui a démissionné du gouvernement Macky Sall, a dit. Donc on connaît déjà celui qui aura ce projet, celui qui deviendra propriétaire privée de cette entité au Sénégal. Et voici ce qui s'est passé, et l'histoire a donné raison à Tieno Sall et à Bloomberg. Et tout récemment, à cause de ces vérités que nous avons su, surtout l'aveu de BP vis-à-vis de Timi, c'est ça qui a forcé Macky Sall à forcer son frère à démissionner. Parce qu'il n'y avait plus une autre raison. Aujourd'hui, on met Mimi Touré, on la bombarde président d'une commission, et c'est cette Mimi Touré qui se charge de faire la sale besogne en disant que l'ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui opposant à Macky Sall, a blanchi l'argent à raison de près de 27 milliards de Idriss, de l'ancien ministre tchadien, ici en Afrique. Alors qu'elle était dans le gouvernement. Et on ne l'a pas dit. Maintenant, pour divertir l'opinion internationale, on met ce problème-là sur le tapis. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un faux fuyant. Est-ce que vous voyez? Donc, le problème des privatisations en Afrique fantaisiste, ce n'est pas de vouloir, il s'agit de privatiser des secteurs clés. Ça, c'est clair. Si par exemple, aujourd'hui, le Sénégal, puisque le Sénégal est en train d'avoir du pétrole, c'est normal que des entreprises étrangères viennent pour, comment dirais-je, gérer, et parce qu'ils ont les équipements, ils ont, comment dirais-je, l'expertise, ils ont l'expérience, viennent pour, comment dirais-je, gérer cette exploitation du pétrole. Mais ça doit obéir à des règles. Est-ce que vous voyez? Je veux finir pour dire que voici un très bon exemple de privatisation au Nigeria. Mais je ne sais pas si vous connaissez celui qu'on appelle Baba. Il y a deux Babas. Il y a un Baba qui est Baba Goslo et il y a un Baba en entier. Ce Baba en entier, c'est pratiquement l'ancien président Obasanjo qui a dit, mes chers
nigérien, mon pays. C'est mon pays. La richesse doit rester au Nigeria d'abord. Et il a dit que je vais faire 50 milliardaires. Et il a réussi sa promesse. C'est de ces 50 milliardaires qu'on a vu émerger un nom très puissant d'un côté. D'accord. On a vu Tony, est-ce que vous voyez? On a vu Mike Adenoué, qui était même ici à New York avec nous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le patriotisme. C'est ça la volonté de développer, son pays avec les autochtones. Mais le Nigeria n'est pas fermé, si vous voulez, en ce qui concerne la privatisation, de certains domaines stratégiques. Vous ne pouvez pas imaginer combien de sociétés étrangères sont au Nigeria dans le domaine du pétrole et maintenant dans le domaine de l'agriculture que l'actuel président est en train de promouvoir. Donc je m'arrête ici et pour que vous reteniez que ma position par rapport à la privatisation n'est pas une mauvaise chose, mais il ne s'agira jamais, tant que notre génération sera présente, de privatisation sauvage, de privatisation à connotation de vision de tunnel. Il sera question de privatisation gagnant-gagnant. D'accord. Merci donc, l'honorable. On va revenir à vous plus tard. Alors, Marcel Codier, je crois que vous avez entendu vos amis. On a quand même défini ce que c'est que cette privatisation. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, l'Afrique détient le record de ces privatisations. Alors, pourquoi privatise-t-on? Quelles sont les raisons qui amènent aujourd'hui ces pays-là, nos pays africains, nos chefs d'État, à vraiment privatiser? Et la deuxième question, à qui profitent ces privatisations? Oui, mon cher ami Serge, je voudrais aller terre à terre pour que certains auditeurs et téléspectateurs puissent. La petite privatisation dont on parle, oui, c'est une bonne chose. C'est que pourquoi il y a privatisation? C'est qu'il y a mauvaise gestion de la chose publique et on l'envoie à un privé. Peut-être qu'il peut compresser, venir gérer bien et que l'argent puisse entrer. Mais la cause, pourquoi nos chefs d'État, nos présidents africains, pourquoi la privatisation vers les pays anglophones? Ça marche bien. Mais le bas qui blesse, c'est dans nos pays francophones. Parce que le chef d'État, quand une compagnie ou une société, on dit qu'il a failli, on veut le privatiser, on l'envoie. Donc, automatiquement, ces chefs d'État, ou bien la vie des chefs d'État, on crée une autre société parallèle à la société publique. Et on met quelqu'un, on va chercher un petit français, un petit européen, on met à la tête. Prenons l'exemple comme moi, la BTCI et le RITB. Ce sont des banques qui marchaient très bien, mais en temps, on a dit que oui, il y a eu failli, donc on voulait les privatiser. Voilà que nous avons des cadres ou des banquiers qui peuvent gérer les trois banques. Nous, on va chercher un petit français. On dit que la banque a des problèmes. On lui fait un gros salaire, du roborant. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire que la cette privatisation va arranger le pays. L'argent qu'on paie à ce petit expatrié français-là, qui gère les trois banques, cet argent pouvait payer au moins 3, 4 à 6 cadres congolais qui vont bien gérer cette banque. Voilà, ce sont les mêmes systèmes. Je peux aller dans le cas de Togo Télécom, qui est une compagnie de téléphonie. En temps, on nous a dit que Togo Télécom, on dit qu'il a failli. On l'a privatisé. En même temps, le chef d'État et sa copine se permettent de créer un Togocom qui a leur faveur. Et la maîtresse du chef d'État, Sina Lanson, crée une autre société en même temps qu'on appelle Sinacom, qui gère, vous voyez à peu près, l'argent va ici par là et va par ici. L'État ne peut plus bénéficier. Croyez-vous que cette société de Sinacom-là va aller verser dans le budget national? Parce que l'argent ira encore dans leur propre poche. C'est ça la privatisation dans le pays francophone. La mauvaise gestion, vous dites que les choses n'ont pas été avec les trucs publics. Mais qu'est-ce qui a fait que les sociétés publiques ont coulé? C'est que cette société
les chefs d'État prenaient de l'argent pour leur utilisation personnelle, leur voyage, les histoires, les traitements personnels. Ce qui a fait que beaucoup de ces sociétés ont financé des campagnes. Parce que des campagnes électorales de certains chefs d'État. J'en vais toujours pour le Togo Télécom, que tu connais bien. Ce sont des flux qui ont financé des élections. Pourquoi? Donc, cette société est obligée d'être en faillite. Maintenant, on le privatise et le chef d'État met un de son ami là-bas, ou bien une de sa connaissance. Mais comment est-ce qu'on peut dire que le peuple peut en bénéficier de cette privatisation? Quand on prend, comme dire, on le dit souvent, on change Paul, on remet Pierre, ou bien on change Pierre, on remet Paul. C'est ça le problème. C'est la mauvaise gestion dans le pays africain. Pourquoi ça marche? Notre ami tout à l'heure, l'honorable, avait donné l'exemple du Nigeria. Oui, le Nigeria, bien sûr, il y a eu des détournements. Obasanjo avait eu, c'est une belle idée. Mais ils sont conscients, ils sont des businessmen, ils sont conscients que l'argent, nous allons fructifier ce qu'on nous a donné et nous allons profiter au peuple. Aujourd'hui, les Dangote, nous-mêmes qui exploitons le ciment, nous avons une faillite. Mais Dangote aussi qui exploite, mais lui fait beaucoup de bénéfices. Moi, tu ne comprends pas. Regardez le cas qui s'est passé au Togo, à Tabego. Comment on peut avoir 3 compagnies qui font du ciment, mais le Togo, le ciment coûte jusqu'à 4 500 000 francs pour le contribuable togolais. Le même ciment togolais se vend même au Ghana. On l'exporte au Ghana. Et le Togolais en souffre. Pourtant, nous devons bénéficier de ça. On a privatisé, on a remis aux Indiens, ils sont là parce que les gens les ajoutent, les gens, les Indiens, les trucs là, sont pris dans leur compte matin, midi, soir. Voilà le problème. D'accord. On ne peut pas dire que la privatisation est une chose mauvaise en soi, c'est une bonne chose. Mais c'est la mauvaise gestion qu'on fait de ces privatisations. Parce qu'on met le frère du chef d'État, le cousin du ministre, l'oncle de tête, voilà ceci. C'est que beaucoup de nos sociétés privatisées ne marchent pas. Je m'arrête là. D'accord. Merci donc Marcel depuis sa position. Revenons rapidement dans ce studio pour parler avec nos chers panélistes. Je voulais quand même dire bien des choses à notre ami Yves Kenao qui vient de faire son entrée. Alors, mon cher Yves Kenao, vous avez quand même pris le sujet en cours et vous connaissez encore beaucoup plus de choses dans cette histoire de privatisation. L'État a quand même ses prérogatives à des sociétés. Au lieu de les gérer normalement, l'État les privatise aux entreprises privées. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce que l'État fait des entreprises publiques? Dans quelle mesure l'État gère-t-il différemment les entreprises qu'un investisseur privé? Parce que c'est la même chose. Nous avons des économistes, qui sont avec l'État. Le secteur, comment je peux le dire, de l'économie et des finances, le ministère de l'économie et des finances. Mais ce sont des économistes. Mais aujourd'hui, l'État se désengage et donne tout au privé. Et justement, plus tard, l'État doit, et il y a des problèmes. Alors, M. Kenao, quelle est cette différence? Voilà, bonsoir et bien des choses à tous les téléspectateurs à la maison. Aux panélistes, je dis bonsoir. Monsieur Serge, je voudrais que vous sachiez que entre le gouvernement et le privé, il y a une grande différence. Le gouvernement ne fait pas de bénéfices. Le gouvernement ne fait pas de bénéfices. Le privé fait des bénéfices. Et quand il n'y a pas les bénéfices dedans, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a rien. C'est ça qui fait que quand vous prenez toutes les sociétés étatiques, tôt ou tard, elles tombent en faillite. Parce que même si elles sont des sociétés de production, les employés ne sont pas engagés, ne sont pas tenus, ils ne sont pas responsables. C'est pour l'État. Même aux États-Unis, quand vous allez dans les services étatiques, les gens sont sur le computer derrière leur ordinateur en train de discuter. Donc vous voulez nous dire que l'État fait directement la bureaucratie, La que bureaucratie, de faire c'est tout. le Rien. travail qu'il faut. Il n'y a pas du travail sérieux avec l'État. Toute société étatique en dehors de l'armée
Mais pourquoi elle prend ces sociétés en ce moment? Quand on prend la société de Mais transport. elle se dit, le gouvernement se dit qu'il est le meilleur. Mais en pratique, Là, il y a un problème. oui, mais en pratique, ils ne sont bons que sur le papier. Vous avez des gens, on dit ministre de l'économie, quand vous regardez son résumé, c'est sur papier le plus doué, le plus diplômé, avec de gros diplômes. Et quand on le met là, il ne va jamais amener un projet parce qu'on ne l'a pas engagé pour qu'il amène des projets. Qu'il fasse des projets ou pas, il est payé à la fin du mois. Mais ce même ministre-là aussi, il travaille aussi dans le privé, sous cap. Sinon, Je dis bien, dans le privé, on lui dit, si vous ne nous faites pas avancer, si on ne réalise pas D'accord. des bénéfices, vous êtes limogé. C'est là qu'il met en tête, il met en pratique sa connaissance. Et la société marche. Les employés qui sont sur production, on dit que Togo Telecom doit atteindre tel but en 2025. Le PDG ne le fait pas. Si c'est une société privée, on le limoge. Vous, employés, si vous ne donnez pas votre production journalière, une fois, deux fois, votre manager vous appelle et il vous sanctionne. Donc, ça fait que tout le monde travaille. Tout le monde travaille dans le privé. Mais le problème qui se pose, quand le gouvernement décide de quitter de son manteau de gouvernement pour être privé, il ne le fait pas surtout en Afrique, il ne le fait pas d'une manière générale et impersonnelle. Qu'est-ce qui se fait? C'est comme si ce sont encore des tentacules du gouvernement. On ne fait que retrouver les mêmes personnes sous différents noms pour gérer ce qu'on vient de ce qu'on appelle maintenant privé. Vous savez? donc vous voulez dire qu'au même moment que les sociétés d'État sont vendues, ils sont rachetés en même temps En même temps, pas ça même. avec les mêmes les gouvernements. mêmes personnes qui constituent l'État L'État. pour les gérer de l'autre côté. De l'autre côté. Donc- Et même de l'autre côté, ils les gèrent mieux. Puisqu'ils vont chercher les profits. Je crois que Vous comprenez? C'est ça qui se passe. Que ce soit au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça on roule dans la farine le peuple. D'accord. Vous prenez par exemple l'aéroport, les aéroports aux États-Unis ici. Quand vous rentrez, vous allez croire que c'est l'État qui gère. Hein? L'État n'a que la couverture aéroport de Minnesota. Mais quand vous rentrez, tout est géré individuellement. L'électricité est gérée par une société privée. La maintenance, elle est gérée par une société privée. La sécurité, elle est gérée par une société privée. Et ça marche. Mais quand vous allez en Afrique, ces sociétés privées-là aussi, c'est les sociétés du président ou du ministre. Les sociétés de sécurité, même à l'intérieur de l'aéroport, c'est encore le ministre ou le président de la République, mais sous un autre nom. C'est ça le problème africain. C'est ça. Et comment faire changer ces pratiques-là, c'est vraiment, ça va prendre du temps. Et ça ne dépendra que de la conscience des responsables africains. Ça ne dépendra que de leur conscience. Cette histoire d'aller chercher des expatriés pour venir gérer les choses en Afrique, moi je dis que c'est une fuite de responsabilité. C'est ce que j'appelle ignorance. Vous m'excusez, hein. Maniaïe, c'est l'ignorance. D'accord. Parce que personne ne peut vous servir mieux que vous-même. C'est que vous ne pouvez pas aller chercher un étranger pour venir arranger chez vous. Vous ne pouvez pas. Lui, il vient, il fait ce qu'il peut. Des fois même, il fait de mauvaises choses, mais il vous dit que comme vous n'arrivez même pas à faire, lui, ces mauvaises choses vont devenir pour vous de bonnes choses. Alors qu'il sait intérieurement qu'il est en train de vous foutre en l'air. Et quand il va partir, vous voyez l'aéroport de Lomé qui coule déjà. Ça fait combien d'années on a fait ça? Ça coule déjà. Et vous voyez, on a fait de la publicité tapageuse sur la chose. Et quelques jours après, ça coule. Ça coule. Donc ça veut dire Ça veut que dire que l'argent qui a été alors que donné si- pour mettre en place cet aéroport n'a pas été
servi si bien qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de problèmes. C'est ce que je veux dire. Les étrangers, là, ils ont fait ça. Ils ont fait ça joli, joli, joli. Et ils savent combien de temps ça va faire. Ils sont partis. Donc, c'est la conscience des dirigeants africains. Vraiment. C'est eux-mêmes qui doivent prendre conscience et savoir que, bon, en bouffant, nous allons prendre aussi ceci-là et donner le reste au peuple. Mais s'ils ne prennent pas cette conscience, il n'y a rien qu'on puisse faire. Hein. Parce qu'on dit qu'on a lancé une offre, un appel d'offres. On vous dit que c'est M. X qui l'a enlevé. Vous voyez les papiers, tout est là. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est eux-mêmes qui vont donner même l'argent au gars de verser dans son compte. Qu'est-ce que vous allez dire? Tout est là, prêt. Donc, on n'a pas triché, on lui a donné, il a enlevé le marché. Mais en dessous, c'est encore eux-mêmes. C'est la conscience. Hein, on ne peut qu'appeler à la conscience de ces dirigeants-là de changer un peu les pratiques. D'accord. Alors, Rodrigue Mawena, je reviens tout à l'heure à vous, monsieur Atissé, patientez-vous. Monsieur Mawena, je pense que vous avez écouté l'honorable, vous avez écouté aussi vos amis, mais nous avons beaucoup d'inquiétudes. Dans la mesure où l'État aujourd'hui a beaucoup de personnel attitré pour pouvoir faire la gestion même de ces entreprises. L'État reçoit un crédit, mais l'État utilise peut-être ces crédits à des fins inutiles, si bien que on parle de privatisation et qui paye le contribuable, c'est le petit contribuable qui viendra payer. Personne ne paye les taxes, que ce soit de l'eau, aucun ministre ne paye l'eau, courant, tout et tout. Et quand on vient maintenant, on donne ça à une société privée qui vous impose sa manière de gérer. Alors, M. Mawena, quand c'est comme ça, la Banque mondiale intervient pour dire que, bon d'accord, puisque vous ne pouvez pas payer vos fonctionnaires, voilà ce que je vous octroie. FMI intervient pour dire que vous ne pouvez pas, voilà ce que je vous octroie. Donc, finalement, la privatisation prend beaucoup d'ampleur. Quelles sont aujourd'hui, M. Mawena, les normes, sinon les normes que l'État pouvait adapter pour pouvoir avoir une privatisation qui pourrait quand même bénéficier? Je sais que vous avez dit que c'est, comment on appelle, l'extérieur qui impose, vous ne voulez pas, mais quand même, il continue. Parce qu'on va voir tout à l'heure le cas de Togo où il y a eu beaucoup de privatisations, comme la Côte d'Ivoire. Oui, généralement, lorsque nous sommes dans ce genre de discussion, des gens pensent que des gens réfléchissent en termes de développement. Et j'ai toujours dit que lorsque nous sommes une société et nous voulons vraiment une liberté et que nous continuons par réfléchir en termes de développement, nous n'allions jamais y arriver. J'ai écouté Knao qui disait tout de suite que quand il a donné un exemple de l'aéroport de Minneapolis, que les privés sont en train de gérer et que ça marche bien. En réalité, ça marche bien. C'est-à-dire, est-ce que nous dirons que ça marche bien? C'est devant nos beaux yeux. Est-ce que les populations qui travaillent dans cet aéroport-là, combien gagnent-ils? Lorsque un employé te paie $40 à l'heure, il faut savoir que cet employé-là est en train de gagner plus de $250 à l'heure. Avant qu'il ne puisse te payer $40 à l'heure. Donc tu donnes toute ta vie, tu sacrifies toute ta vie à cet employeur-là. Donc c'est pour dire que ce système d'économie est vraiment hostile. Et ça m'attriste de voir que les Africains continuent par dire que on ne peut pas évoluer seul. Vous savez, dans l'histoire du monde, seule l'Afrique a été ce continent qui, lorsque on lui laisse à elle-même, peut évoluer sans problème. L'exemple a été là avec l'Égypte. L'exemple a été là avec nos empires que nous avons eus. Parce qu'on ne peut jamais parler du présent sans faire recours au passé. Et le modèle économique organisationnel endogène de l'Afrique, autoréférentiel qu'on avait, a été détruit à partir du 15e siècle. Et a été remplacé par un mécanisme de paupérisation. C'est tout juste une organisation occidentale pour piller. C'est-à-dire le gros du problème. Est-ce qu'on voit le gros du problème? Le gros du problème, c'est pour que l'Occident vive dans l'opulence. Lorsque nous parlons de privatisation, les sociétés qui viennent et on leur donne nos sociétés, les entités
étrangères qui viennent prendre nos sociétés, soi-disant privatisation, elles viennent d'où? Généralement, elles viennent d'où? Elles viennent de l'Occident. Les États-Unis, est-ce que vous avez vu une société africaine qui a pris un marché africain et dire qu'il va gérer ça? Vous avez jamais vu ça? Donnez-moi un exemple. Mais nous avons des économistes. Mais le les présidents que nous avons aujourd'hui sont des économistes. Monsieur Nyawa, oui. Excusez-moi. Non, parlons franchement. Nous avons des diplômés qui ont des certificats d'aliénation académique. Excusez-moi le terme. Certificat d'aliénation académique. Vous savez, nous les Africains, nous devons retourner à l'école. Parce que l'école que nous avions qu'on a été, on est en train de penser que nous sommes des intellectuels, etc. Non, nous ne sommes pas des intellectuels, y compris moi-même. Nous sommes des aliénés. On nous a aliénés pour que l'Occident vive. C'est simple. C'est pour cela que depuis que nous faisons des discussions, des débats politiques et économiques, l'Afrique n'évolue jamais. Parce que l'Occident fait en sorte que tout le débat se tourne autour de cette histoire de globalisation. On nous dit que démocratie, globalisation c'est quoi? C'est en réalité une dictature. Pour que tout le monde regarde dans la même direction. Quand vous regardez la chose, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Les gens ont leur manière de faire l'économie chez eux. Pourquoi l'Afrique, sortant du 15e siècle, l'Afrique évoluait avec son modèle économique? C'est parce que le modèle économique endogène autoréférentiel était adapté aux situations africaines. On ne connaissait pas de privatisation. Les Africains évoluaient, mangeaient. Puisque avant qu'ils ne fassent l'esclavage, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il y a des gens en Afrique qui n'ont pas peur des étrangers. Ils sont robustes. La population africaine était de 800 millions d'habitants. Pour avoir une population de 800 millions d'habitants, imaginez le développement économique, politique, dans tous les domaines de cette société qui a 800 millions d'habitants sortant du 15e siècle. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des modèles que nous pouvons prendre, que nous avions utilisés avant. Si vraiment nous avons des économistes qui utilisent leur théorie et prendre les modèles que nous avions eus avant, puisque ces modèles ont marché, pourquoi on ne veut pas les essayer? Donc c'est ça qui fait dire que les Africains sont aliénés. Nous sommes vraiment aliénés à telle enseigne que nous pensons qu'on ne peut jamais faire sans les autres. C'est l'aliénation qui fait réfléchir de cette manière. À qui profitent ces privatisations? Mais ça profite à l'Occident. Puisque... Seulement? Regardez... Seulement? Oui, bien sûr. Attendez. Soyons sérieux. Quand on me cite Dangote, combien de Nigériens, combien d'Africains profitent de la société que Dangote a créée? Nous crions Dangote, il est milliardaire ou milliardaire. Pour lui, à côté de Dangote, il y a des milliards d'Africains qui ne trouvent pas à manger. Oui, je vais Alors, répondre à ça pour nous ne dire que voudrions pas faire les choses par nous-mêmes. Mais il faut vérifier les Les statistiques. conséquences. On ne c'est ce peut que pas nous avancer devons quelque chose comme C'est-à-dire ça en l'air. on veut toujours marcher dans la ligne que l'Occident a tracée. Quand j'ai entendu l'honorable dire qu'on va faire privatisation gagnant-gagnant, ça ne va jamais arriver. Ça, c'est un rêve. J'ai dit que c'est l'idéal. Oui, mais si on respectait les normes de ces Parce que privatisations... Si ça arrivait, on ne peut jamais respecter les normes. On ne peut jamais les respecter. Parce que vous pensez que l'Occident a croisé les bras? Parce que si ça arrivait, vous savez ce qui va se passer? Les chômeurs qu'on paie en France, ils n'auront plus leur perdième de chômage. C'est vrai. Ils ne l'auront plus. Au même moment qu'on vient piller l'Afrique, des gens ne travaillent pas en Europe, ils ont quand même quelque chose. Des gens ne travaillent pas ici aux États-Unis, ils sont quand même sur l'État. Ils vivent sur l'État. Vous comprenez? Donc, à partir du moment où nous, les Africains, on ne réfléchisse pas par nous-mêmes, prendre des modèles que nous avions, qui avaient marché chez nous, et transformer ces modèles, appliquer ces modèles aux réalités que nous avions. D'accord. Pour sortir l'Afrique de cette ornière, et on pense que c'est en étant accroché aux autres, alors que les autres savent que sans nous, ils ne peuvent pas vivre. C'est ça. Alors, quand on s'accroche à eux, qu'est-ce qu'on cherche? D'accord. Vous allez préparer-vous à nous faire part quand même de ces modèles-là qui peuvent être aussi bénéfiques. Monsieur Kenao, je pense qu'on va donner la parole à Tissot pour ne pas qu'il perde un peu
comment on appelle Je ces vais idées. pas faire mes idées. D'accord, d'accord. Monsieur Kenao, une seule minute, allez-y. Voilà. Tout ce que je voudrais encore ajouter à ce que mon confrère Rodrigue vient de dire, qui d'abord demande ces privatisations. En fait, ce n'est pas les Africains. Hein. Ce n'est pas les Africains qui demandent la privatisation. Les Africains ne savent même pas que leur société ne marche pas. On va vous dire que selon l'étude de la Banque mondiale, selon l'étude de FMI, selon l'étude de Kié, que cette banque du Togo ou de la Côte d'Ivoire ne marche pas, qu'il faut la privatiser. Et c'est eux qui arrivent avec le modèle de privatisation de chaque banque ou de chaque société. Donc, quelque part, Rodrigue a raison. Si nous ne coupons pas avec le système économique, politique, je vous dis que nous allons parler surtout cette histoire de mondialisation-là. Le monde n'est pas un village planétaire. Le monde n'est pas un village planétaire. Le monde n'est pas un village planétaire. Chacun protège sa tête. Et un jour, si on ne continue pas à dire que nous sommes dans un village planétaire, un jour, nous n'allons même pas dire que le Togo appartient à l'Afrique. On va vous dire que c'est un territoire du monde. Non. Le Bénin est une partie du Bénin. Un jour, on va dire aux Béninois de ne pas parler fond. Que l'Union européenne ou bien la mondialisation a demandé de parler telle langue et le fond ou le MINA, tout ça, ça va disparaître. C'est pour ça que je dis que les Africains doivent faire extrêmement attention et prendre conscience. D'accord. Je crois que c'est vrai ce que vous êtes en train de dire, M. Kenao, mais aujourd'hui, quelque part, ces chefs d'État qui nous avaient promis beaucoup de choses, je crois qu'ils arrivent. Ils arrivent avec encore cette histoire de monnaie que nous allons parler. Nous allons en parler plus tard, parce que tout ça, ça entraîne ce qu'on appelle les privatisations. Alors, M. Atisso, oui, monsieur Atisso, on va quand même parler du Togo, avec ces histoires de privatisation. Il y a l'UTB, la BTCI, la BIAO Togo et puis la BTD qui ont respectivement réalisé en 2010 un total de bilan d'environ de 230 millions. Respectivement, 230 millions, 190 millions, 120 millions et 115 millions d'euros. 115 millions d'euros. Mais désormais débarrassés de leurs actifs non productifs, ces banques-là sont bénéficiaires et ont l'avantage de disposer d'un réseau bien implanté dans le pays, maintenant plombé par le non-remboursement des crédits qu'ils avaient accordés aux filières coton et phosphate tenues par l'État, mais aussi par les défaillantes. Dans leur gouvernance, ces établissements ont été débarrassés en 2009 de leurs actifs toxiques estimés à plus de 134 millions d'euros par Lomé. Et selon un document de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le ratio Coq qui mesure la solvabilité d'une banque est passé pour l'ensemble de ces institutions de moins 4% à 14% en 2008. Et puis maintenant, le 31 décembre 2010, donc avant qu'elle devienne politique, l'UTB était notamment détenue par le Crédit Lyonnais, la BTCI par la BNP et puis la BIAO Togo. Donc désormais, le retour privé va leur permettre de prendre un envol. Alors, M. Atisso, ces banques-là étaient quand même bien parties. Mais aujourd'hui, n'étant plus, mais étant dans les mains de l'État, voilà. Tout est privatisé. Même le port est privatisé. M. Atisso. Même le WASEM. Alors, tout est privatisé. Alors, comment les privatisations aujourd'hui peuvent bénéficier à l'État si l'État, dans sa propriété juridique, pouvait se conformer à ces règles-là pour que ces privatisations puissent quand même vous bénéficier. Monsieur Atisso, on a un problème. Merci, monsieur Nyawa. Il y a beaucoup de choses que monsieur Yves Kenao et Rodrigue ont déjà dit. Je ne vais pas revenir encore là-dessus. La privatisation, en ces termes, est-ce que c'est nous qui fixons les termes de la privatisation? Non, c'est l'Occident. Et les indicateurs que vous venez de donner, que ces banques ont fait faillite,
Est-ce que c'est les Togolais qui ont fixé ces indicateurs? Non. Alors, c'est toujours de l'Occident. Donc, il faut, si privatisation, oui, je suis d'accord que la gestion publique est l'un des points faibles de, comment dirais-je, est l'un des points faibles du socialisme, c'est-à-dire gérer un bien commun. Alors, comme Yves Kenao le disait, quand tu es en train de gérer quelque chose qui appartient à vous tous, tu le gères avec moins de sérieux. Mais quand tu es en train de gérer quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui est à toi, tu mets toute ton énergie dedans. C'est ça que les gens voulaient nous démontrer par privatisation. Mais ça ne se fait pas dans les normes. Et ce qu'on voit ici, en Afrique, les privatisations, ça ne bénéficie plus au pays. Un bien public devait d'abord bénéficier au public. Mais quand nous arrivons avec nos privatisations, surtout, la plupart de ces privatisations, il faut voir les acquéreurs. Ce n'est pas les autochtones, c'est les occidentaux qui viennent nous dire que fais ceci, fais ceci. Alors là, ça devient quelque chose qui est privé et qui ne bénéficie plus à la population, mais qui bénéficie à la personne qui est en charge. Quand on nous dit qu'on a des économistes qui ne peuvent pas prendre en charge une société et gérer comme ta propriété privée et que ça bénéficie à tout le monde, l'Africain est d'abord humain. L'Africain aime d'abord son prochain. Et c'est l'Occident qui vient nous dire que ce n'est pas bon, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Et c'est ça l'aliénation dont Rodrigue parlait. Alors, si nous voulons vraiment que les sociétés d'État bénéficient à la population, nous devons étudier nos populations. Je pense que les chefs d'État connaissent ce que les besoins élémentaux de nos populations. Et c'est en ces besoins-là qu'il faut adapter les structures qui vont les bénéficier. Si nous disons qu'on a l'aéroport du Togo, on va amener quelqu'un de l'Europe qui ne connaît pas les besoins des Togolais. Comment est-ce qu'il va gérer? Il va gérer comme les Européens. Monsieur Yves Kenao a bien dit, ça marche bien ici aux États-Unis. Parce que l'aéroport ne soit géré, il faudrait que ça soit construit même par l'État. C'est ce que je dis. Parce que c'est ceux de l'autre côté qui viennent encore vous donner des crédits pour mettre en place ces aéroports. Donc c'est eux qui amènent les gens pour pouvoir quand même les gérer. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Je me rappelle bien de ceci. Hein. Les Togolais peuvent m'en vouloir, mais Eyadema. Oui, vous avez je ne parle pas de Eyadema Fort. Hein. Je parle de Eyadema Nyasingbe. Oui, vous avez parlé de ça. Quand ils avaient des contrats à donner. Ils cherchaient ceux qui peuvent l'accompagner. Les Blancs qui étaient venus lui disent que non, que ces gens-là ne sont pas compétents. Mais qu'est-ce que Nathalie a dit? Il a dit qu'on a été dans les mêmes écoles et on a reçu des notes plus supérieures à eux. Donc au temps de Yadema, oui. Comment il s'appelle déjà? C'est pourquoi Yadema avait pris... Non, rappelez-moi ce nom. Moussa Barké. Oui, Moussa Barké. Oui. Donc au temps de Yadema, oui. Ceux-là ont intervenu pour dire que nous avons... Les Blancs étaient venus, les Occidentaux étaient venus pour lui dire que non, ces gens-là ne sont pas compétents. Ils parlaient de et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a géré? Qui a pris la gestion? C'est le Togolais. D'accord, c'est le Togolais. Oui. Ça veut dire que mais toujours ces mêmes personnes qui sont auprès de M. Floyd Yassimbe qui peuvent faire cette gestion, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les données ont changé parce qu'il n'y a plus l'homme fort. Vous savez que Eyadema était un homme fort. Donc, ce n'est pas les Togolais qui vont me contredire. Vous voulez dire que... Je ne fais pas éloge d'Eyadema, mais Eyadema était un homme fort. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'homme fort. Donc, qui peuvent tenir tête, bien sûr, aux Occidentaux. Parce que si on te place là et tu maltraites ton peuple, tu ne tiens pas tête aux Occidentaux. J'appelle des hommes forts ceux qui peuvent tenir tête aux Occidentaux. Je ne parle pas de quelqu'un qui veut massacrer son peuple. Non, ce n'est pas des hommes forts. Sankara, c'est un homme fort. Oui. Il a tenu tête aux Européens. D'accord. Oui, ça c'est... Oui, mais... Alors, revenons à nos sujets.
ce n'est pas que l'Africain n'a pas de tête pour bien gérer, mais c'est les pressions que les préfets, d'habitude on les appelle les préfets des Occidentaux, reçoivent de leurs supérieurs. C'est ça qui fait qu'ils ne veulent pas confier la gestion de ces choses à des Africains. Prenons par exemple une société de cimenterie au Togo qui est gérée par des Indiens et qui a eu des explosions au Togo. Le président Faure Gnassingbé n'a même pas fait un tweet pour dire ses condoléances aux victimes, aux familles des victimes. Mais quand il avait eu incendie au Ghana, il s'est précipité pour aller présenter les condoléances aux Ghanéens. C'est-à-dire que les Togolais ne sont pas des hommes. C'est ceux qui prétendent diriger. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, la société en charge, il avait eu des morts. Jusqu'à au jour d'aujourd'hui, on ne nous a pas éclairci ce qui s'est passé. On ne nous a pas donné les responsabilités. On n'a pas situé les responsabilités. Alors que c'est un privé qui gère ça. Alors qu'il a l'État. Voilà ce que je dis. L'État devrait avoir des garde-fous. Même si nous voulons confier la gestion. M. Tissot, ceux qui privatisent aujourd'hui, là, vous ne voyez pas qu'ils ont des mains liées avec l'État aussi, qui se fait renchérir les caisses si bien que, comme vous l'avez dit, quelque chose se passe, on ne peut pas intervenir. C'est ce que je dis. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que le port autonome de Lomé ne produit pas qu'ils vont privatiser ça. Regardez, avant, au temps des Yadema, pour faire sortir une voiture occasion du port, le prix est par rapport aujourd'hui, c'est triplé. Mais on nous dit que ça ne marche toujours pas. Tout a été privatisé. Voilà, où va l'argent? Alors que nous avons des gens comme Aboyomé qui pouvait quand même diriger le port. Il a été DG du port. Oui. Il connaît bien les rouages du port. Pourquoi aujourd'hui on va privatiser le port? Parce que Bolloré a dit, je vais construire peut-être un terminal. Non, c'est ce que je disais avant, au début de l'émission, que pour récompenser quelqu'un qui t'a aidé à venir au pouvoir, c'est comme ça on donne les marchés. Que Bolloré a aidé Faure à venir au pouvoir. C'est ce que vous voulez dire. Bon, bien sûr, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ça. Mais les radios, les journaux occidentaux ont bel et bien dit ça. Il faudrait qu'on en finisse. Comment Bolloré a eu le contrat du port de Lomé, de la Guinée et partout en Afrique. Et l'action du Bolloré aujourd'hui, nous savons que... Est-ce qu'on attend maintenant cette histoire de Bolloré? On avait débattu ça ici, parce que ça fait part des privatisations. Aujourd'hui, on n'entend plus rien. Voilà. Tout a été enterré. On nous a dit que Bolloré a été convoqué en France pour des... Monsieur Kenao l'avait dit. Voilà. C'est ça. Donc, nous devons... Quelqu'un qui est encore français, qui fait l'économie de la France, vous croyez qu'on va l'emprisonner? On va l'emprisonner. Voilà. Aujourd'hui, il est libre. Il est libre. Et il se tire l'argent. Je donne encore un autre exemple. On nous disait que Charles Debache était sous mandat d'arrêt en France. Quelqu'un est sous mandat d'arrêt en France et qui vit au Togo. D'accord. Est-ce que le Togo, si la France demande l'extradition de Charles Debache, comment est-ce que le Togo peut refuser? Parce qu'il est sous mandat d'arrêt, mais il faisait leur affaire ici. Donc, il n'est pas inquiété. D'accord, vous voyez? C'est ça. C'est ça. Donc, si il faut privatiser, s'il y a besoin de privatiser, il faut des garde-fous pour que la personne qui va gérer ça ne va pas faire du n'importe quoi. Et c'est ce que nous on voit. Mais il ne faut pas du n'importe quoi, hein, mais il rapatrie tout. Il fait tout ce qui leur profite. Et c'est ça, et c'est nous, et c'est le peuple de Landa qui paie. Vont directement à l'extérieur et ne bénéficient pas réellement à l'État. Voilà. Monsieur Alassane Ouattara, qui a envoyé son premier ministre d'alors, monsieur Kablanka Ducamp, Kabla Ducamp, il était parti dire aux Ivoiriens que le président Ouattara voulait faire du secteur privé le moteur même de l'économie de la Côte d'Ivoire. Alors que cette privatisation ne bénéficie pas aux Ivoiriens. Et je vous donne les sociétés à ses amis. Monsieur Atisso, il y a quelqu'un qui vient de nous envoyer ce message pour dire que il y a des sociétés au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne fais que taire son nom, qui sont vendus, c'est-à-dire privatisés, et ceux qui les rachètent, ce sont les proches du président. Monsieur Nyawa, c'est ce que je disais à mon introduction. Du président qui est aujourd'hui là, qui les rachète au nom même de ce même président, monsieur Atisso.
c'est ce que je disais au début de mon introduction, que le président qui confie, qui veut privatiser quelque chose et qui, de facto reço, le donne à un ami qui lui représente. D'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça bénéficie à qui? Donc c'est ça, c'est ce que nous devons voir. Il faut des garde-fous qui doivent être écrits par les constitutions et non par les présidents. Parce que si le président vient, il veut privatiser, il peut faire du n'importe quoi. Donc, mais s'il a les à règles... l'avenir, vous ne voyez pas que ces présidents, on peut les poursuivre. Vous ne voyez pas aussi que ces économies qui sont là, Monsieur Nyawa, on peut les poursuivre. tu sais que les présidents aujourd'hui, ils changent leur constitution en disant que le président ne peut plus être poursuivi. D'accord. C'est le cas du Togo, le cas de la RDC, la Côte d'Ivoire, Monsieur même Kenao chose. l'avait dit ici. Donc, Et rien ne servira au président de dire qu'il ne va pas être poursuivi. voilà. Mais Merci, les gens monsieur oublient Tissot. qu'ils ont commis des forfaitures avant leur arrivée du pouvoir et qui pouvaient faire objet de poursuites. Mais on a dit bien avant, donc, monsieur Tissot. En ce moment-là, il n'y a pas en aucun cas. Donc, Monsieur Tissot, on va aller de l'autre côté avec notre ami Marcel Kodi avant de passer à l'honorable. Alors, Marcel, une privatisation réduit la dette publique brute. Est-ce que vous êtes d'accord réellement? Et ça, j'avais dit déjà l'essentiel. C'est que nos amis sont en train de compliquer la tâche. J'attendais tout à l'heure notre ami Nonson Rodi qui s'attaquait aux Occidentaux. Mais bon, apparemment, c'est nous-mêmes, c'est notre mauvaise gestion qui fait que, la mauvaise gestion qui fait qu'on va chercher les Occidentaux. Ce n'est pas les FMI. Quand les FMI viennent avec, comme l'a dit tout à l'heure Kenao, avec la Banque mondiale, ce n'est pas eux qui imposent. On nous prédit, on nous fait des prescriptions. C'est le chef d'État, nos ministres des Finances qui vont chercher des chasses ailleurs, des amis, et pour venir gérer, privatiser les compagnies. Monsieur Marcel, Marcel Ouais. Kodier, je ne pense pas qu'on vous voit. Hein. Essayez de vous placer correctement pour qu'on puisse vous voir. Moi-même, je ne parce vois qu'il y a quelque personne, chose hein, qui je vous ne comprends bat. pas. Bon, Ah bon? Donc, est-ce ce n'est pas- qu'il sait que c'est je bon? suis en ligne ou quoi? Ah, oh. je crois qu'on a quelqu'un en ligne de l'autre côté. Bon, Oui, mais moi-même, je ne vois personne. Hein. Il semble qu'il y a un problème de cadrage là. d'accord. Je ne le Essayez, vois pas essayez de moi-même. vous Et patienter. puis, Essayez de vous patienter. Essayez de donne vous pas la patienter. parole depuis. Monsieur Marcel, il y a quelque chose qui vous bat. Vous avez mis quelque chose devant là. Essayez Non, 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 il y a d'aller rien, vers la il y a rien droite. chez moi. Il y a Essayez rien d'aller chez vers moi. un peu la Non. droite pour qu'on puisse vous voir parce Il y qu'il y a a rien quelque chez chose moi, qui vous c'est bloque. toujours la même chose. Moi-même, c'est la même chose. Oh, je ne vois personne. Ce n'est pas bon niveau. Je suis pratiquement D'accord, seul. on va aller. Mais oui. D'accord, allez-y. Mais je passe la parole à Paul parce que j'ai perdu crois le que- fil de mon... Marcel, en attendant Oui. que vous vous rangez, on va aller du côté de monsieur Jean-Paul Moulou. Oh, Monsieur Jean-Paul Moulou, je pense que vous avez fermé votre caméra. Essayez de vous arranger avant qu'on arrive à vous. Marcel, continuez. oui, c'est moi ça. Je ne me vois pas. Moi aussi, c'est la même chose. Je crois que c'est Bon, au niveau de la technique. l'honorable, en attendant que Marcel essaie de nous au niveau revenir, de la réalité. vous avez la parole. Oui, parce que je voudrais quand même passer la parole à Oumoulou, mais dommage, il y a un problème technique là. Moi-même, je ne vois que Marcel, et donc c'est comme si je suis seul sur le plateau. Je ne vois même pas. Allez-y, Monsieur l'honorable. Nyawa. Allez-y, l'honorable. Mais est-ce que vous avez, voilà, il faut dire cela Une au priva- génie technique là. Monsieur, je crois qu'on va s'arranger. Une privatisation réduit la dette publique brute. Est-ce que Ok. vous êtes d'accord? Bon, écoutez, c'est un topic très intéressant et j'ai relevé beaucoup de points. C'est qu'il faudrait qu'on soit clair, quoi. C'est-à-dire la faillite au niveau des entreprises privées ne peut pas et toujours incomber aux Occidentaux. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, au Bénin, comme à Lomé, et l'exemple du Bénin est clair, nous avons été communistes et toutes nos sociétés étaient nationalisées. C'est un peu pareil en Côte d'Ivoire et au Togo. Donc, même nos banques étaient, la seule banque qu'on avait qui était la BCB, était nationalisée. Donc, il faudrait qu'on puisse dire certaines vérités. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes vraiment contre
la pratique et cette colonisation et cette néocolonisation de l'Occident que nous n'allons pas aussi reconnaître notre responsabilité dans ce chaos qui a amené vraiment à privatiser certaines sociétés. C'est tout simplement la mauvaise gestion et la corruption, si vous voulez, et de nous les Africains. Et les Occidentaux ont compris cela, même si ils nous ont mis, si vous voulez, dans ce traquenard, mais il faut dire qu'on était complices et que ça nous arrangeait d'opprimer nos pays et de brader ces ressources tout juste à cause de l'intérêt, si vous voulez, vorace et personnel. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est très important. La privatisation, et ce n'est pas les économistes qui vont me démentir cela, la privatisation des sociétés et d'État au profit des sociétés privées n'est rien d'autre que la matérialisation du capitalisme qui est la recherche effrénée du profit. Vous-même, vous avez dit société privée et vous avez dit société publique. Ce qui est pour nous est différent de ce qui est à moi et ce qui est à toi. Ce qui est à moi, je peux faire de ça ce que je veux. Mais si cela n'est pas encadré, et ça revient, si vous voulez, au thème, des contrats qui lient, au fait, ces sociétés privées, au gouvernement. C'est extrêmement important. Donc, on ne peut pas dire que ce capitaliste qui vient et acheter ou soit privatiser cette société en Afrique ne va pas rechercher le profit. Pour lui-même. Mais ça appartient au gouvernant, de mettre des gages. Toute la question, elle est là. Sinon, nous allons tomber, si vous voulez, dans ce réflexe de toujours condamner l'Occident sans vraiment exposer nous-mêmes. Et tant que l'Africain ne sera pas challengé par rapport à sa dignité, par rapport au travail bien fait, par rapport, comment dirais-je, à la corruption, il y aura toujours problème. Donc ce qui nous a amenés dans cette démarche, c'est pratiquement la mauvaise gestion des sociétés et d'État. Et cela... D'accord. Non, c'est important, c'est très important. Oui, non, ce que vous êtes en train de dire... Ça c'est un sujet important. Donc, je n'ai pas fini. Donc, je peux vous donner la parole, mais, comment dirais-je, la quintessence de cette démonstration, vous n'allez pas la voir. C'est très important. Est-ce que tu vois? Donc, je n'ai pas fini parce que il y a mes amis panélistes, Atisso, qui a mis, au fait, la responsabilité tout entière, si vous voulez, sur l'Occident. Et quand on ne va pas dire certaines vérités et on ne va pas se mettre en cause nous-mêmes, ce que nous sommes en train de faire et de rechercher pour le bien-être de l'Afrique, nous allons passer à une auto-satisfaction et contre une auto-sanction qui ne va pas vraiment progresser à nous les pays africains. Donc, moi, je pense que ce n'est pas vrai que la faute est partagée ici. Il y a la complicité tacite des dirigeants au profit de l'Occident. Et il y a, si vous voulez, la corruption et la mauvaise gestion de nous les Africains qui, c'est vrai, pistonnés par l'Occident et on commet la forfaiture. Mais il y a une certaine dignité. Quelqu'un a parlé de Sankara aujourd'hui et tout à l'heure. Donc on a vu des Sankara résister à cela. Donc ça veut dire que tout n'est pas gâté en Afrique. Donc ça veut dire qu'il existe des leaders ou des compatriotes africains qui peuvent changer la donne. Donc c'est au fait ce point-là important que je veux dire. Donc on peut revenir sur l'autre aspect en ce qui concerne les thèmes des contrats et en ce qui concerne vraiment le bradage de ces sociétés vis-à-vis, si vous voulez,
de l'intérêt africain et de l'intérêt public. On Donc, pourra revenir là-dessus tout à l'heure. On va aller du côté de M. Marcel maintenant qui se positionne mieux. Alors Marcel, allez-y rapidement. Oui, bon, moi je vais dans le même sens. C'est pour dire que moi j'ai toujours dit que c'est nous les Africains, nous gérons mal nos sociétés. Donc c'est ce qui fait que nous allons chercher des Blancs ailleurs. Et quand les Blancs viennent, on les perd, ils ont des voitures, ils ont des toits, et ils ont les hôtels, ils dorment dans des hôtels. Vous avez le cas du Togo qui s'est passé avec le monsieur, lui n'était pas africain, il n'était pas blanc, mais de l'Otière. Un certain monsieur, le nom m'échappe actuellement, qu'on a fait venir. Il avait un contrat mirobolant, il dormait à l'hôtel, il était à combien, 20 millions, 25 millions. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas, à moins de 2 ans, il a écoulé cette société. L'Otière, il faut reprendre maintenant à zéro. Voilà que c'est ça. C'est la mauvaise gestion des choses. Je peux donner l'exemple de la Guinée avec Dadis Camara. Vous avez vu quand Dadis Camara était arrivé, il avait mis au pas toutes les sociétés. Il a même dit à l'ambassadeur, est-ce que si lui était en Allemagne, est-ce qu'on va lui autoriser de gérer comme ça les sociétés minières? Ce sont des temps qu'il faut pour l'Afrique. L'argent aux Africains, notre minerai, nous on ne peut pas avoir notre minerai. On va aller chercher des Israéliens pour venir exploiter. Le cas de Routière aujourd'hui, de la TMP, aujourd'hui, ce sont des Israéliens. Eux-mêmes, ils ont taillé des salaires. Sa femme a son salaire, lui-même, son fils. Ils ont un bureau en France. Voilà tout cela. Ce sont des intérêts, ce sont des agents qui peuvent revenir à l'autre trésor public. Mais comme ce sont des gens qui envoient des malades chaque fois à la présidence. Donc, ils ont la couverture de la présidence, c'est ça. Donc, moi, il faut s'en prendre à nous-mêmes. Il faut s'en prendre à nous-mêmes. D'accord. Ce n'est pas le petit blanc qui est venu qui nous a dit de faire ceci. Vous voyez comment la vie. Vous avez vu tout récemment les élections au Togo. Vous allez voir ceux qui sont à la tête de ça. Vous avez vu comment ils ont distribué l'argent. Ils vont utiliser l'argent public. Qui demain va les poursuivre ces gens-là? C'est ça le problème. Parce que, oui, je donne au président. Il y a affaire de 27 milliards d'affaires de route qu'on n'a jamais perçu. L'argent là, c'est entré où? C'est la mauvaise gestion. D'accord. 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 Merci donc Marcel. On va revenir dans le studio. On essaie de tenter avec Oumoulou, mais nous avons des problèmes avec Oumoulou. Alors, Mawena, monsieur Kenao, je crois que Mawena a soulevé la main avant vous. On va lui passer la parole. Allez-y, Mawena. Si vous lisez l'aide mortelle de Dambi Samoyo, c'est l'une des économies très performantes que le monde ait jamais eues. Elle a travaillé avec Goldman Sachs. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y a pas il n'y a pas de responsables africains qui ne sont pas impliqués dans ce qui se passe. Mais qui organise? Lorsque l'honorable parlait de corruption, mais il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Qui sont les corrupteurs? Qui sont les organisateurs de tout ceci? C'est la classe économique, c'est les impérialistes. C'est ceux-là qui organisent la mondialisation. C'est eux qui organisent tous ces désordres. Lorsque mon frère Marcel dit que non, qu'il faut qu'on doit blâmer nous-mêmes, oui, c'est vrai on doit blâmer nous-mêmes. Mais vous oubliez une chose. Si vous retournez dans le système, c'est que le système a été bâti en sorte que aujourd'hui, on ne pointe plus du doigt l'occidental. Le système a été bâti de manière que on vous dira maintenant que le colon blanc est parti. Maintenant vous avez le colon noir. En réalité, qui est derrière ce colon noir? Ce n'est pas que nous sommes d'accord avec le colon noir, mais qui est derrière le colon noir? C'est pourquoi je dis, lorsque tu veux détruire un arbre, détruis l'arbre par la racine. Ne coupe pas les feuilles. Lorsque vous coupez les feuilles, ça va encore plus pousser. Quand vous coupez les branches, parce qu'il va pleuvoir, donc ça pousse encore plus. Donc, si vous ne comprenez pas le système économique mondial, vous allez raisonner comme ça. Le système économique mondial, c'est le profit de l'Occident. Point barre. Donc, comment ils vont s'organiser pour que ce système économique profite toujours à l'Occident? C'est ça. Si nous attaquons ces gens, c'est pour faire comprendre à nos frères qu'en réalité, le nœud du problème vient de là. Comment allons-nous réfléchir pour trouver des solutions chez nous? Parce que si on ne voit pas la racine du problème,
on va chercher des solutions et la racine est toujours là, va faire pousser d'autres problèmes. Regardez, qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas proposé? L'ajustement structurel qu'ils nous avaient proposé. Qui a détruit cet ajustement? C'est eux-mêmes, c'est l'Occident. Et qui était à la base? C'est eux-mêmes qui sont à la base, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'il y a trop de fonctionnaires. Alors que quand l'Afrique sortait, revenait dans les indépendances, c'est eux qui nous ont dit qu'on avait besoin des Nos économies fonctionnaires. sont venus nous parler Monsieur d'ajustement Mas- structurel. Ça s'est passé au Togo, en Côte En d'Ivoire, Côte d'Ivoire, partout. etc. Avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à nos présidents que non, vous avez besoin des fonctionnaires, des intellectuels qui vont prendre le pays en marche. Quand ces gens sont commencés par travailler, on dit ajustement structurel, il faut réduire les choses. Les salaires. Alors, maintenant, vous allez remarquer une chose, ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils sont en train de combattre le secteur informel en Afrique maintenant. Parce qu'ils savent que le secteur informel est le seul secteur qui arrive à aller contre ce capitalisme-là. Lorsque vous ne prenez pas le problème de manière globale, vous allez penser que vous êtes en train de vous attaquer à vous-même. Vous allez insulter les présidents africains. Ce n'est pas qu'ils font bien. Vous allez beau les insulter, ça ne va jamais changer. Lorsqu'on ne va pas s'en prendre à la racine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit, c'est que l'Afrique continue dans ce désordre pour que l'Europe et l'Occident s'en sortent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvaise gestion. Qui place ces gens là-bas? C'est ceux qui gèrent mal qui les placent. Ce sont ces gens-là. Quand on me parle de Sankara, vous savez pourquoi Sankara a réussi? C'est parce que Sankara a appliqué exactement ce que Marcus Garvey avait dit. C'est pour cela que vous allez voir dans le cercle de Sankara, il y a des Garvey, les gens qui prônaient la doctrine de Marcus Garvey. Et la doctrine de Marcus Garvey, c'est quoi? C'est l'économie endogène de l'Afrique. Et c'est pour ça que lorsque l'Occident disait à Sankara qu'ils ne vont pas les aider, Sankara dit non, je n'ai pas de problème. Je vais résoudre les problèmes par les moyens africains. Et c'est ce qu'il faisait. Il a commencé même à réduire, comment on appelle, le train de vie. Le train de vie. Quand vous Si vous avez par exemple 10 maisons, l'État te prend 5 maisons et puis il continue. Oui, Parce que comment vous faites acquérir ces maisons? Allez-y, Ok. finissez. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne dissocie pas la politique de l'économie. Je ne dissocie pas la politique de l'histoire. Je ne dissocie pas la politique de la religion. Toutes ces choses, c'est, vous savez, lorsque l'Occident a créé le travail en chaîne, il l'a appliqué dans tous les domaines. Et c'est ce qui se passe chez nous actuellement. Lorsque nous cherchons à dissocier les choses, à dire que non, ça là, c'est un peu différent. Non, ils ont tout fait de manière que les choses marchent de pair. Qu'est-ce qu'ils ont fait premièrement? Ils nous ont envoyé des explorateurs. Après les explorateurs, ils nous ont envoyé des missionnaires. Lorsque vous voyez les cartes que ces explorateurs utilisent, c'est les mêmes cartes que les missionnaires utilisent. Après ça, ils ont fait quoi? Ils nous ont envoyé des géologues. Et après, ils nous ont envoyé quoi? Des anthropologues. Allez regarder dans vos sols ce qui se passe là-bas. Exactement. Et Et on fait après, des qu'est-ce qu'ils ont fait? privatisations. Ils nous ont envoyé des anthropologues. C'est la même chose qu'ils appliquent dans tous les domaines. D'accord. C'est pour cela que je dis que lorsque nous ne faisons pas une lecture générale de la chose, on ne peut jamais y arriver. Je ne dis pas que les Africains ne sont pas responsables. Mais ces Africains responsables, c'est des Africains aliénés au système. Parce que lorsqu'on a parlé on a dit ajustement structurel, tous les Africains sont là-dessus, sans réfléchir. Aujourd'hui, maintenant, ils nous disent privatisation. Qu'est-ce qui se passe? Tous les Africains sont sur la privatisation. Montrez-moi un seul pays africain qui a réussi dans cette histoire de privatisation. Mais l'Éthiopie. L'Éthiopie a réussi. L'Éthiopie avait quand même appliqué les bonnes règles de cette Non, privatisation. appliquer les bonnes règles, mais regardez, pour dire qu'un pays a réussi, allez dans le pays, regardez la basse population, comment elle vit. Là, si elle vit bien, tu me diras que Je pense qu'on va continuer ce débat. Vous parce que comprenez? l'heure qui nous est impartie est arrivée, on va continuer ce débat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les grandes capitales, les routes, etc. et dire non. Ce n'est pas ça et la réussite de l'économie d'un pays. C'est pour cela que je dis même que la démocratie dont on parle, l'Afrique doit la redéfinir. Même si on a un roi chez nous, et la pauvre population dans les villages mange à leur faim. C'est ça notre démocratie. Nous devons définir les choses par nous-mêmes, pas par ce que les autres nous disent. Ils disent que les pays pauvres, c'est quoi? Lorsqu'on met l'indicateur et l'indicateur tourne au rouge, ça veut dire que le pays est pauvre. Quand ça tourne au vert, ça veut dire que le pays est démocratique. Donc,
la démocratie maintenant se lie maintenant sur comment l'appelle-t-on, pas je ne sais pas comment vous les appelez, des couleurs, c'est ça. Donc nous devons réfléchir, on ne doit pas suivre l'Occident dans sa dérive. L'Occident dans sa dérive, c'est pour qu'elle puisse profiter. Je crois Donc, que c'est un bon débat, réfléchir. M. Mawena. On va arrêter pour aujourd'hui, M. Kenao. L'heure qui nous est impartie est arrivée pour ce grand débat. Je pense qu'on va continuer le grand débat la semaine prochaine parce que avec tout ce qui se passe, M. Kenao, vous avez vraiment gros sur le cœur, mais je ne peux pas quand même partir sans vous donner quand même le dernier mot. Une seule minute parce que vous êtes en train de tourner la tête, mais allez-y, M. Kenao, rapidement. Monsieur Nyawa, j'ai toujours dit que l'Occident est en train de mourir, mais l'Occident ne veut pas mourir seul. L'Occident veut emporter tout le monde. Ils n'ont plus rien. Sur le plan moral, ils n'ont rien. D'accord. Ils n'ont pas de société. La seule place où vous allez trouver l'humanisme, c'est encore en Afrique. Et c'est la seule place vierge où vous pouvez tout trouver à l'état naturel. Il faut détruire. Je veux dire tout simplement que aucun Africain ne sait que son économie ne marche pas. C'est l'Occident qui vient avec des experts leur dire que ça ne marche pas. Regardez aujourd'hui, tout le monde commence par gisement de pétrole, gisement de pétrole, gisement de pétrole. Dans tous les pays où vous passez, on ne parle que de gisement de pétrole. C'est le blanc qui a mené ça encore. D'accord, je pense qu'on va continuer, M. Et demain, Kenao. quand le gisement va commencer par tuer les gens, c'est l'Afrique qu'on va blâmer, c'est le président africain. Je pense qu'on aura le temps avec la monnaie unique On ne parle même pas de ça. qui va être créée, parce que les gens se sont réunis, on va parler de ça la semaine prochaine dans l'onde de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, M. Kenao. Ouais. Alors pour terminer aujourd'hui, je voulais quand même remercier l'honorable Aruna. Je pense qu'on va continuer la semaine prochaine. Monsieur Marcel Codier, on sera au rendez-vous la semaine prochaine. Il faut retenir tout simplement que l'échec du processus de privatisation en Afrique vient du fait qu'on a assisté à un transfert de propriété d'un monopole public bureaucratique et corrompu vers un monopole privé, mais pas l'émergence d'un secteur privé performant et compétitif. Et en conséquence, pour que les privatisations transforment les sociétés d'État mal gérées budgétivores en entreprises privées, efficaces et compétitives, il faut les inscrire dans le cadre d'une réforme institutionnelle globale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Nous allons vous entretenir la semaine prochaine. Et je vous dis tout simplement au revoir et à plus. Monsieur Mawena, merci encore de cette grande participation. Sans doit oublier Atiso Kwame Vi. Monsieur Kenao, je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et à plus tard. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.